Hey, ça y est, Ça marche. ça y est, normalement, nous sommes en live. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, c'est le live sur les émotions dans le deuil périnatal. Donc, comme promis, on se retrouve avec Mélanie. En même temps, j'essaye de t'inviter sur Instagram. Allez, c'est parti. Je regarde en même temps comme je sais pas trop faire. Ouais, on va y arriver, hein. Alors, super, je suis en direct sur Insta. Allez, et maintenant, alors je vais mettre euh, ta, 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 ta. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que je voulais faire sur Instagram? Je voulais t'inviter à partager le live avec moi. Et comment on fait? Attends. Attends, ça me met que tu es en live. Donc peut-être si je La mets dernière dessus. fois, la dernière fois, ça avait très bien marché. La dernière fois que je l'avais fait, ça avait très bien marché. Ah, ça y est, pardon. Je suis désolée, ça n'avait pas diffusé en direct. Ah, je Avec. peux demander, moi, à venir. Tiens, bah, je t'envoie la demande. Ben, je t'ajoute. Ah, je Allez. crois que En ça se plus, fait. ouais, ça a l'air d'être pas mal, hein. Ça y est, t'es là ou pas? Oui, a priori. Coucou. J'ai les D'accord. deux écrans. Par contre, Tu me vois? on va s'entendre en double. Je sais pas comment on va faire. Alors moi, je vais me couper le son de sortie. Euh, Normalement, c'est bon. Moi, Moi, je l'entends pas j'ai en tout l'impression cas. que j'entends. Bon, ah oui, tu vas me dire si je baisse bien le son de mon téléphone. Voilà, parfait. Alors moi, je Non, t'entends ça quand même sonne trop pas. bizarre. Ça va Moi juste- aussi, je t'entends. On Bon, va y allez. arriver. Bon, c'est pas grave. On va gérer. Bonjour les filles. Je vois qu'on nous dit déjà bonjour sur que ce soit Insta ou sur Facebook, on nous dit déjà bonjour. Dites-nous si on vous entendait bien, si vous nous voyez bien, s'il n'y a pas de soucis, voilà. Dites-nous comment ça se passe. Voilà, dites-nous si vous captez bien. Voilà, faites-nous un petit signe pour nous dire que c'est bon, qu'on puisse commencer le live sans flipper. On vous entend. Du côté d'Instagram, c'est bon. Est-ce que du côté de Facebook, c'est OK? Est-ce qu'on va y arriver? Allez, allez. Allez, un petit mot via Facebook, les filles. C'est bon. Cool. On est tout bon. Donc, je fais vite fait une présentation de mon côté, histoire d'eux, hein. Moi, donc c'est Aurélie Bianchi. Si vous êtes ici, normalement, c'est que vous me connaissez. Donc, la page La petite graine qui n'avait pas poussé. Et donc, j'accompagne les femmes qui ont fait une fausse couche ou qui sont dans leur grossesse arc-en-ciel. Je suis doula et je reçois aujourd'hui Mélanie. Et il y a les sous-titres aussi. Oh my God. Ah non, mais là, on Comme est vraiment ça. trop forte. On a mis des sous-titres sur Facebook sans faire exprès. Alors, moi, j'essaye en parallèle Oui, de me super mettre fort. sur le Facebook pour voir s'il y a des questions, parce que je les vois pas là. Sur le. Alors moi, je vois les questions sur Facebook, moi, t'inquiète pas. Du coup. Tu D'accord. sais, Ah, je mais t'ai ça y est, montré je le crois truc que du je chat vois le hier. live. Tu le vois pas le chat? Tu le vois pas le chat? Ah, ça apparaît sur le chat aussi. Ouais, Ah oui, je c'est vois les questions les de Facebook. sous-titres. Ouais, je vois tout en triple. Tout va bien, j'ai 3 écrans. C'est gère. C'est parfait. Alors, vas-y, Mélanie, je te présenter auprès des personnes qui nous regardent. Ok, donc moi c'est Mélanie, je suis hypnothérapeute en Haute-Savoie, donc vers la Suisse, et je me suis avec le temps spécialisée dans les émotions, dans l'accompagnement en tout cas dans les émotions, et puis je suis concernée par le deuil périnatal, donc je trouvais ça intéressant de partager un petit peu mon expertise professionnelle, mais aussi mon expérience, enfin ce que j'en ai tiré de mon expérience personnelle, d'où le live d'aujourd'hui en fait. C'est ça. Et moi, c'est ce qui m'a plu dans l'idée de faire un live sur les émotions. C'est moi, c'est une des premières choses que je fais en accompagnement. Et pourtant, tu vois, j'y avais pas forcément pensé à le traiter dans un live parce que finalement, ça devient tellement je sais pas, enfin, pas un réflexe, mais en tout cas, c'est tellement basique pour moi que on essaie d'aller vers des sujets plus complexes. Et en fait, c'est la base, en fait, les émotions. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un peu Ah, ouais, c'est la première chose c'est à voir, quoi. la base parce que c'est ce qu'on vit à l'instant T.
Donc après, on peut creuser sur le passé, le pourquoi du comment, effectivement, pour faire un travail plus profond. Mais à l'instant T, c'est l'émotion qui nous anime. Donc oui, c'est hyper important parce que quand quelqu'un vient nous consulter, c'est souvent pour une difficulté émotionnelle. Donc c'est la base effectivement souvent d'un accompagnement. Ouais. C'est ça, c'est ça. Donc voilà. Alors, Donc voilà. Alors moi, ce que la, je vous propose, ouais, la première on chose se que coupe tu la voulais nous parole. dire, hein, je crois. Oui, non, mais j'allais te dire justement voilà, de lancer le premier sujet que tu avais envie de nous Alors moi, exposer aujourd'hui. pour commencer, parce qu'on dit oui, les émotions c'est hyper important, on est en train de dire ça, c'est la base de tout, mais en même temps, qu'est-ce qu'une émotion? Ce que j'ai dit un petit peu dans le teaser d'hier, parce que c'est quelque chose qu'on nous apprend pas du tout, du tout. Je sais pas si vous, à l'école ou dans vos familles, alors ça vient avec le temps, mais les familles de quand on était nous enfants, c'était pas vraiment le cas. On parlait pas de tout ça. C'était plutôt, faut pas trop pleurer, faut pas trop crier fort, faut pas trop être en colère. Donc les émotions, on nous a jamais vraiment appris ce que c'était, à quoi ça servait et pourquoi on en avait. Et d'ailleurs, moi, je vois beaucoup de gens pensent que quand on a trop d'émotions, c'est pas normal, c'est qu'il y a un problème. Et pas vraiment. C'est vrai. Pas vraiment. Alors en fait, une émotion, c'est tout simple, comme un message du corps ou de l'esprit. C'est souvent du corps, mais ça peut être aussi de l'esprit. Je peux vous donner un exemple tout simple, c'est comme la douleur. La douleur, si je me cogne, je me cogne le doigt, je suis en train de mettre un clou et je me tape sur le doigt, je vais avoir un signal de douleur. Pourquoi? Parce que mon corps envoie un message à mon cerveau pour dire aïe, on s'est blessé, il faut qu'on aille se soigner. Je sais pas, je fais mal au dos, enfin, je sens me cogner, parce qu'on va prendre un autre exemple, je me lève un matin puis j'ai mal au dos, sans qu'il se soit passé quelque chose de particulier, c'est mon corps qui m'envoie une information pour dire, oula, il y a un problème, faut aller voir le médecin, le kiné, etc. Une émotion, c'est le même principe, c'est un message de notre corps. Un message de notre corps, de notre esprit pour nous dire, en gros, nous indiquer si dans cette situation-là, de ce qu'on est en train de vivre, est-ce qu'on est bien, pas bien, moins bien, ça pourrait être mieux, enfin, nous donner des indications pour qu'on soit bien, parce que notre corps, il est très, on dit qu'il est dirigé par le reptilien, c'est très on-off, donc c'est je suis bien ou je suis pas bien. Il y a pas, et il préfère être bien, donc il va nous indiquer. Pareil, je peux vous donner un exemple. Je rentre dans un magasin où il y a une odeur que j'aime pas, pourquoi ça me fait un espèce de truc que j'aime pas ou ça me fait mal à la tête ou quelque chose, c'est parce que notre corps, notre esprit est en train de nous dire sors, ça te convient pas. Et quand ça nous envoie des jolies émotions, on n'y prête pas attention non plus, nos jolies émotions, parce que si on est très très heureux, on le sait, mais juste quand on est heureux, c'est rare d'entendre des gens juste dire je suis heureux, je suis bien, on le dit pas. Ouais, et c'est pareil, c'est dire là c'est bien quoi, tout va bien et on le regardera un peu plus, ça serait bien aussi ça du coup. Ouais, donc, les émotions, voilà, c'est ça, c'est juste une indication. Déjà, si on voit les choses comme ça les remet un petit peu à leur place, ça veut dire qu'elles ont une utilité, qu'elles sont nécessaires à notre fonctionnement. C'est pas nos ennemis, c'est au contraire, c'est nos amis parce qu'elles sont là pour nous amener à aller vers le bien. C'est ça. Je sais pas ce que tu en penses. Si, oui, bien sûr, je suis complètement d'accord avec toi. Et surtout, c'est là que c'est très important à comprendre parce que quand les femmes qui font une fausse couche souvent se disent mais pourquoi je suis encore triste au bout de 15 jours, 3 semaines, un mois ou plus, ou qu'elles fassent une fausse couche ou un autre deuil périnatal d'ailleurs, une autre forme de deuil périnatal, ou tout autre moment dans la vie où on se dit mais pourquoi je suis encore pas bien, pourquoi j'ai cette espèce de boule au ventre, et en fait on essaie tout le temps de lutter contre nos émotions à plein de moments dans notre vie. On essaie de lutter, de les canaliser, de les mettre en boîte, j'ai l'impression. Et en fait, ça marche pas. Ça marche pas, en fait. On ferme le couvercle d'une cocotte minute qui est en train de chauffer à mort, en fait. Donc, voilà, quoi. Après, tout de suite, il faut déculpabiliser de ça, c'est qu'on ne nous a pas appris. On nous a appris, nous apprend à justement occulter et contrôler et pas du tout à vivre toutes ces émotions. Donc, alors, c'est jamais trop tard pour apprendre,
même si c'est pas Non, toujours c'est simple. clair. Et puis, on peut aussi changer ou en tout cas comprendre pour apprendre à nos enfants pour se dire que eux, bah, ils n'auront pas ces difficultés-là plus tard. Pourquoi les émotions Parce que là, on parle du deuil périnatal aujourd'hui, mais d'une manière globale, moi, ça va faire bientôt 9 ans que je reçois en cabinet et à peu près 98% des cas, c'est des blocages émotionnels. Même quelqu'un qui vient pour un arrêt de tabac qu'il n'arrive pas à faire tout seul, c'est un blocage émotionnel quelque part. Donc les émotions sont vraiment souvent la cause, la base, la source d'un problème plus ou moins grave, mais peu importe le problème, c'est souvent en allant trouver l'émotion de la source qu'on arrive à débloquer la problématique. Donc, c'est pour ça que je trouve aujourd'hui important, avant d'aborder le deuil périnatal, de vraiment parler des émotions en global, parce que ça peut aider les gens aussi dans leur vie entière, en fait, de comprendre que c'est normal, c'est physiologique, on ne peut pas lutter contre, c'est là. Exactement. Et que c'est nos amis, donc si on les voit comme nos amis et donc on les observe différemment, ça sera beaucoup plus doux et beaucoup plus simple. Ça ne veut pas dire que les émotions vont disparaître, elles seront juste... Oui. Et du coup, si vous vous retrouvez dans ce qu'on est en train de dire, n'hésitez pas à réagir, à dire ce que vous en pensez. Voilà, où est-ce que vous en êtes de l'observation de vos émotions, par exemple, ou de la connaissance de vos émotions, tout simplement. Est-ce que vous arrivez à savoir un petit peu, voilà, où vous en êtes. Par exemple, là, on a une auditrice qui nous dit qu'elle vit depuis 7 ans cet ascenseur des émotions. Par moments, je suis apaisée, mais d'autres moments, je suis une boule de colère, surtout quand la date anniversaire approche. Et la colère est vraiment mauvaise et elle me prend en otage. Donc là, vraiment, je pense que là, ça rejoint vraiment le deuil périnatal pour Essia et sa situation. Mais en effet, déjà, voilà, c'est ce que tu peux lui dire, c'est qu'elle a le droit de vivre ses ascenseurs émotionnels, j'imagine. Bah oui, tout à fait, que c'est OK. Que cette colère, si elle est encore là et qu'elle s'exprime encore, c'est qu'il y a une raison. Peut-être que moi j'aime bien imaginer que c'est comme des petits personnages, un peu comme les dessins animés, l'histoire de la vie. Je sais plus quand on était petit là, où il y avait les petits bonhommes dans le corps. Il était une fois la vie. Il était une fois la vie, voilà. Et que les émotions, c'est pareil, c'est comme un petit personnage. Donc, ça serait, on pourrait imaginer cette colère comme un petit bonhomme pas content qui vient frapper à la porte. Et puis, en général, la colère, on n'aime pas trop ça, donc on n'ouvre pas la porte, hein, on sait pas trop faire. Et puis, il s'en va un peu tout triste, puis il revient, puis il s'en va. Mais en fait, à chaque fois qu'il va revenir, il va faire quoi? Il va frapper plus fort. C'est pas simple, mais d'ouvrir la porte, souvent, imaginez, vous frappez à la porte, on n'ouvre pas, vous frappez plus fort, on n'ouvre pas, vous frappez jusqu'au moment où on ouvre. Et en fait, vous allez être soulagé parce qu'on va vous entendre, on va vous accueillir. Et souvent, la colère, quand on l'accueille, on se sent soulagé, contrairement à ce qu'on peut appréhender en amont. Donc, oui, c'est Assia, je crois, j'ai pas très bien entendu le prénom. Essia, je crois. Essia, je crois. Mais oui, si c'est son prénom sur son profil, c'est Essia. Essayer d'entendre cette colère, de voir ce qu'elle a à dire, tout simplement, parce que la colère, elle peut venir de plein de choses. Donc, qu'est-ce qu'elle a à dire? Peut-être déjà pourrait permettre de soulager un peu, puis de l'accueillir, parce que aux anniversaires, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de revenir sur certaines émotions, et c'est OK. C'est important en fait aussi à comprendre, c'est que les émotions, quand je dis c'est normal, etc., c'est aussi très personnel. Sur un même événement, on le voit dans ton groupe sur les fausses couches, mais on le voit dans beaucoup de choses, personne ne va ressentir la même chose. On met 10 personnes dans une pièce à vivre un événement, les 10 personnes, s'il y en a 2 qui ressentent la même chose exactement, c'est déjà énorme, mais ça ne sera pas le cas, parce que même quelque chose, je sais pas, la tristesse sera plus ou moins forte selon la personne. Il y en a qui vont être plus en colère face à telle situation, plus il y en a qui vont s'en fiche, il y en a qui seront contents parce que c'est peu importe. Et en fait, dans le deuil périnatal, c'est exactement pareil. Il n'y a pas de règle. Il y en a qui vont être plus sensibles à la colère, il y en a qui vont être plus sensibles dans la tristesse. Et il n'y a pas de règle, ça vient de notre vécu, souvent, hein, de notre éducation, de notre enfance, de nos blessures, parce que on a déjà un parcours quand même, donc de nos blessures de vie qui vont venir se réveiller là. Alors là, pourquoi c'est la colère pour cette personne? Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre derrière. Mais et d'ailleurs, elle redit après, c'est épuisant.
réagi à nos commentaires. Elle dit c'est épuisant et j'ai l'impression en effet qu'il y a encore quelque chose à régler qu'elle a pas, enfin, et qui fait qu'en effet elle s'épuise dans cette colère qui revient sans, enfin, Ouais. être une analyse C'est rapide de comptoir. épuisant, ouais. C'est épuisant dans toutes les émotions, mais je pense alors peut-être c'est moi qui pense ça, mais la colère en particulier, parce que du moment où on n'écoute pas, ben, on lutte contre soi-même. Donc déjà ça de base c'est fatigant, mais la colère c'est quelque chose qui est tellement, on parle de feu dans la symbolique, c'est le feu donc qui est violent en fait, et lutter contre quelque chose de violent, bah faut lutter 2 fois plus. Donc forcément c'est deux fois plus fatigant même physiquement. Donc oui. Alors vu qu'elle nous suit dans le live, j'ai envie de dire à cette personne qu'elle nous écoute parce que plus vers la fin du live, enfin peut-être Aurélie aussi, mais on va essayer de vous donner quelques pistes, peut-être quelques outils pour vous permettre aussi outils pratiques pour vous permettre justement d'accueillir ces émotions, parce que c'est bien joli de les accueillir, mais peut-être vous donner un peu des outils pour le faire en fait. Donc j'ai plus mis ça vers la fin, alors j'y reviendrai tout à l'heure pour développer. Ça marche. Okay. Du coup, j'en profite pour parler. Donc, il y a Elodie qui nous parle donc elle a perdu son fils il y a 4 mois, mort fétale in utero. C'est très dur car les émotions sont très fortes quand je suis en présence de personnes ou amis qui ont eu des enfants. Je n'ai pas le droit de craquer, je crois. C'est ce que tu dis. Je suis pas sûre, mais je crois que c'est ça. Donc, c'est vrai que souvent, voilà, c'est cette idée qu'en effet, on ferme la porte très souvent parce qu'on se dit, on n'a pas le droit j'ai peur d'impacter sur les autres, j'ai peur de déranger. Ça, c'est quand même quelque chose qui est très fréquent dans ce genre de deuil parce qu'en plus, comme ça a trait à la mort, on ne veut pas voir ce qui se passe, on peut fermer tout. On veut que les autres ferment. Enfin, en tout cas, les autres nous font comprendre que c'est bien qu'ils ferment les yeux, eux, là-dessus, si on ne pouvait pas trop déranger avec ça. Et non. Et je ne sais pas du coup si ça. Non, en fait, non. On est d'accord. Non, oui. Parce que on le dit assez que le deuil périnatal est tabou, qu'on ne peut pas en parler pour ces raisons-là. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on ressent quand on le vit. Les autres qui sont autour, je pense qu'ils sont gênés et qui donnent cette impression de ne pas être OK, mais parce qu'ils peut-être sont gênés. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent simplement pas en parler, hein, mais bon, voilà, on ne peut pas en faire une généralité. Mais c'est pas parce que ça les gêne, c'est pas parce qu'ils n'ont pas envie que nous, on doit se museler, en fait. Non. Non. Si vous avez quelqu'un vous avez un collègue de boulot qui arrive demain en disant oh là là, ça fait 1 heure que je suis dans les bouchons, fait un gros mot, voilà, et se plaint, vous n'allez pas lui dire faire comme s'il n'existait pas, oh là là, ça me gêne, j'ai pas envie. Non, vous allez dire bah ouais, pas cool. Vous allez accueillir son émotion, son état, puis basta. Là, c'est exactement pareil. Il n'y a pas de différence. Et que les Alors autres. après, si vous êtes en présence d'une personne, voilà, qui ne veut vraiment pas, que vous sentez qu'elle n'est pas. Parfois aussi, faites-vous confiance. C'est vrai que j'ai remarqué aussi que si on sent que les autres ne sont pas réceptifs, c'est aussi peut-être qu'en effet, c'est pas les bonnes personnes avec qui en parler. Mais souvent, par exemple, je prends le cas des enfants, faites confiance aux enfants. S'il y a bien des personnes au monde qui peuvent entendre une émotion, ce sont les enfants. Et eux, souvent, ils passent à autre chose derrière. Ils vivent leur émotion, c'est impressionnant parfois, mais souvent derrière, ils passent à autre chose. Ils sont dans une autre dynamique. La vie revient toujours avec les enfants, c'est ça qui est magnifique. Donc ça, s'il y a des enfants, par exemple, qui ont peur par rapport aux enfants, au contraire, trouver des mots adaptés, mais de le dire quand même. Mais trouver des personnes avec qui en parler, ça c'est vraiment important au final, de dire ce qu'on ressent, quoi. Et puis si vraiment dans votre entourage, famille, amis, vous avez personne, parce que malheureusement, voilà, ça peut arriver qu'on ne soit pas forcément entouré de personnes qui sont aptes ou qui ont envie ou de confiance. Si vous avez la possibilité, n'hésitez pas à vous faire accompagner parce que les personnes qui accompagnent, alors peu importe, hypnose, doula, psy, peu importe qui, mais en fait, peu importe. Le but, c'est que c'est quelqu'un qui va vous amener de la neutralité, de la bienveillance, et c'est juste ce qu'on a besoin dans ces moments-là, d'être entendu. Donc, s'il n'y a personne qui peut vous entendre sans apporter un avis, un jugement, parce qu'il y a ça aussi, s'il n'y a personne qui est apte à faire ça, cherchez ailleurs. Vous trouverez toujours quelqu'un. Dans les groupes de parole. Les groupes de parole permettent ça, de parler sans avoir d'avis ou de retour négatif, quoi que ce soit, juste de dire les choses, de vider son sac. Et juste ça, c'est vous écouter et vous autoriser à écouter, vivre vos émotions. Et déjà ça, c'est énorme.
Il y a des assos qui proposent des rencontres dans la vraie vie. Donc, il y a les groupes, c'est vrai que vous allez trouver des forums, des groupes sur Facebook, par exemple, qui regroupent des parents qui ont vécu la même chose. Et ça, ce partage-là, il est précieux. Par contre, ouais, dans la vraie vie, vous avez aussi, par exemple, des associations. Alors, hier, je citais dans mon post Agapa, par exemple, qui propose j'aime bien les citer parce que vraiment, Agapa, ils font un travail sur tout le deuil périnatal et ça, c'est assez rare parce que le deuil périnatal, tardivement dans la grossesse, commence à être bien pris en compte. Je suis pas vraiment sûre que ce soit vraiment assez pris en compte à mes yeux, mais en tout cas, il y a déjà un peu plus de travail qui est fait au niveau de l'écoute, je vais dire de la prise en charge. On sait que maintenant, voilà, on ne peut pas laisser ses parents là comme ça tout seuls. Mais par contre, les femmes qui font des fausses couches, souvent, on n'en parle pas assez et on leur dit pas qu'elles auront besoin sûrement de cet espace-là pour pouvoir parler, exprimer ce qu'elles ressentent. Et l'association Agapa propose des rendez-vous, des rencontres, des cafés-rencontres, ou même aux parents qui ont vécu une fausse couche. Donc, c'est très important. Alors, du coup, je reviens sur les commentaires parce qu'on a beaucoup de commentaires. On a Elodie qui nous dit « J'ai perdu ma fille qui a vécu 8 jours il y a 10 ans. Ascenseur aussi émotionnel. » L'idée de l'ascenseur émotionnel revient sur plusieurs commentaires. Je peux me sentir bien, mais au fond de moi, il y a toujours ce vide qui m'empêche d'être moi-même et de m'ouvrir aux autres. C'est quoi ce vide, du coup? Est-ce que ça se note en termes d'émotion, Mélanie, ou est-ce que ça vient toucher autre chose? Alors, il y a plusieurs choses possibles. Ça peut être le choc émotionnel, qui est souvent la première partie du deuil, qui va être très présent dans certains deuils, dans certains événements. Alors, je vais faire un parallèle fort, mais les attentats vont créer un choc émotionnel. Et en fait, ce choc, si la personne reste bloquée dans ce choc émotionnel, ça arrive. Il faut vraiment que ça soit très très fort, mais ça peut arriver. Ça crée un choc post-traumatique, donc un petit peu comme vous avez peut-être pu voir dans des films ou des séries, les soldats qui reviennent de la guerre, les soldats américains et tout ça, et qui se retrouvent 3, 4, 5 ans après avoir des flashs où ils se revoient en plein truc de guerre alors qu'ils sont dans la rue devant chez eux et qui ne savent plus faire la nuance. Donc, et ben, ça, c'est un syndrome de choc, de stress post-traumatique. Et en fait, dans ces moments-là, ça va créer comme un vide parce que comme si les émotions n'avaient pas suivi leur cours. Il y a quelque chose qui bloque. Dans ces cas-là, je vous invite fortement à vous faire accompagner parce que plus il y a eu de temps, plus ça va être difficile de reconnecter. C'est un peu comme si des fils s'étaient coupés, qu'on avait tiré, je sais pas, des câbles, et puis qu'il y a certains fils qui s'étaient coupés, mais pas tous, heureusement. Sauf que ça fait tellement longtemps qu'il va falloir remonter les fils, les reconnecter, revivre pour digérer ces émotions. C'est pas très agréable, mais c'est nécessaire pour pouvoir se retrouver entier et avancer. Donc ça, c'est vraiment lié au choc. Souvent, on s'en rend compte parce qu'il y a vraiment une coupure émotionnelle. C'est des gens qui ressentent plus de grosses émotions, mais même de la joie. C'est vraiment comme si ce qu'on appelle être dissocié, où les émotions, elles restent comme le cœur, là, quand il bat plus, je sais plus, le truc plat, là. C'est un petit peu ça. Je trouve l'électrocardiogramme, non? Voilà. Donc, si vous avez vous voyez le bip dans les séries. Voilà, donc, si vous êtes en bip, même s'il y a des petits bips de temps en temps, mais que ça reste léger et que, alors, si vous avez perdu votre bébé il y a une semaine, 1 mois, 2 mois, tranquille, c'est OK. Mais si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, moi, je vous invite à vous faire accompagner vraiment par un professionnel, quel qu'il soit, parce que ça va être d'autant plus difficile, comme je vous dis, de rebrancher pour enfin retrouver le chemin, revivre les émotions tout seul. Je ne sais pas si c'est possible, honnêtement. Il faut vraiment avoir fait un gros travail sur ça en préalable. L'autre cas. Elodie demande d'ailleurs, pardon, excuse-moi, parce qu'Elodie dit vers qui se tourner. Et dans le cadre d'un syndrome de stress post-traumatique, l'hypnose peut aider et il y a une thérapie qui s'appelle EMDR qui est basée sur les mouvements des yeux et qui fonctionne vraiment bien. Et on n'est même pas obligé de revivre, en fait, de savoir d'où vient un traumatisme. En fait, on peut juste venir parce qu'on se sent pas bien de manière générale. On part de l'émotion et après, ils reviennent mettre ces informations-là reconnectées aux beaux endroits dans le cerveau. Le cerveau, comme ça, il peut classer cette information comme étant
réglé, vécu, et du coup, il passe à autre chose. On se souvient sans forcément souffrir. Donc, si tu cherches vraiment une thérapie efficace, Elodie, même si dans d'autres situations, j'imagine que ça peut débloquer les syndromes de stress post-traumatique avec d'autres thérapies, mais en tout cas, le MDR, tu peux y aller. Le MDR, c'est très efficace quand, très schématiquement, c'est comme si l'événement et l'émotion étaient entremêlés et que ça venait défaire les deux. C'est-à-dire l'événement existe toujours, les émotions aussi, mais elles sont plus liées. Donc l'événement se rappeler l'événement ne va plus déclencher l'émotion parce que ça coupe le chemin. Je mets un tout petit bémol, tout léger. Oui, de ce que moi j'ai pu observer chez des personnes qui avaient déjà fait le MDR sur des choses, pas des petits événements, on va dire sur des gros événements, c'est que par contre l'émotion reste. Elle n'est juste plus réactivée, elle est toujours présente. Donc parfois, c'est quand même bien d'aller revisiter pour vraiment laisser l'émotion s'en aller. Parce que ça peut se cristalliser en fait quelque part. C'est pas toujours le cas, mais typiquement une fois j'ai vu quelqu'un qui avait vécu un gros traumatisme et qui avait perdu quelqu'un au volant, quelqu'un qui conduisait et qui était décédé, et qui était très traumatisé et qui depuis était incapable de conduire, avait fait de l'EMDR, etc., pouvait parler de ce deuil de cette personne, tout allait bien, mais avait toujours la symptomatique. Et en fait, on a été revisiter cet événement et là, les émotions ont lâché et effectivement, cette personne a pu conduire. Donc parfois, ça part, mais ça ne perd pas. Donc, à voir par rapport à son ressenti, c'est très personnel toujours. Oui, donc, après, le MDR, on peut aussi essayer de voir plusieurs thérapeutes. Hein. Ouais. Ce qui peut être, c'est ce que j'allais dire, ce qui peut être intéressant aussi, c'est tout ce qui va être des soins physiques, shiatsu, réflexologie, énergétique, parce que en se remettant dans le corps, ça permet de réancrer et d'aider le corps à retrouver le chemin des émotions aussi. Donc, tout ce qui est les soins de Bozo aussi, t'en proposes. Donc, je pense que c'est des soins dans un deuil périnatal qui ont beaucoup aidé aussi à se reconnecter. Comme je disais tout à l'heure, c'est comme si on se dissociait et là, on se remet dedans. Donc, ça peut être aussi des soins qui peuvent aider en parallèle. Après, il faut aller là où te dicte ton cœur. Parce que c'est ça, hein, si l'hypnose, c'est un truc qui te met pas à l'aise, qui te fait peur, il y a plein d'autres choses. Si l'UMDR te parle, va là-bas. Si au contraire, si tu as toujours rêvé de faire de l'hypnose, va faire de l'hypnose. Enfin, il faut aller là où on a envie, quoi. Sur Instagram, on a une de tes... la Marie qui nous dit je valide le MDR, j'ai testé avant l'hypnose avec Mélanie. Donc apparemment les deux se combinent bien, si je comprends bien, la Marie. Donc, ouais. Alors après, quand on est dans les thérapies alternatives, je pense que tout peut se combiner. Après, vraiment, si vraiment on sent qu'on est au bout du rouleau, qu'on ne peut plus, un accompagnement professionnel d'un psychologue ou psychiatre, peu importe, ou d'un généraliste, peut parfois être nécessaire aussi. Donc, c'est pareil. Mais après, tout bon thérapeute alternatif, normalement, vous dira, là, je pense qu'il vous faut un accompagnement professionnel. À vous de suivre aussi votre instinct là-dessus. Donc, tu voulais rajouter quelque chose sur le fameux choc émotionnel qu'on vit en tout début donc la sensation de vide, c'était ça la question. Alors, pour la sensation de vide, donc, ça peut être le choc émotionnel, mais l'autre chose, ça peut être aussi, moi je le lis souvent dans les témoignages, cette sensation d'avoir perdu un bout de soi. On lit souvent des femmes qui disent ça. Et forcément, si on m'enlève mon bras, j'aurai un vide, c'est ce qu'on appelle les membres fantômes. C'est ça, souvent cette sensation de vide. Moi, je peux aussi le relier à ce truc de membre fantôme. Moi-même, je l'ai ressenti les premiers jours, et j'ai lu un texte. Du coup, je vais la citer parce qu'elle est sur Instagram. Je ne sais pas si elle est connectée. C'est Ellie Petite Étoile, je crois, sa page Instagram. Ah oui. Qui écrit merveilleusement bien et qui vous pose des mots vraiment très justes. Et il me semble que c'est elle qui avait écrit que, en fait, quand on fait un enfant, c'est pas une partie de nous, c'est un être qu'on va élever pour qu'il s'envole. Et le jour où il s'envole du nid, ça sera sa vie, c'est pas la nôtre. Et en partant de ce principe-là, mais même peu importe à l'âge où on perd notre bébé, notre enfant, que ce soit dans la grossesse ou après, il ne nous appartient pas. Et donc, on ne perd pas une partie de nous, on perd une partie de nos projets, notre avenir, mais ce n'est pas de notre corps.
Et ça, j'avais trouvé ça très intéressant comme approche. Et moi, ça m'a beaucoup aidé à ne plus ressentir ce vide, à me dire, mais non, en fait, moi, je suis entière. J'ai pas perdu une partie de mon cœur parce que je l'aime, mon bébé. Donc, sinon, je l'aimerais pas si j'avais perdu mon cœur. Donc, mon cœur, il est là. Et donc, j'ai pas de raison de sentir ce vide-là. Encore une fois, on parle pas des premiers jours, des premières semaines suite à la fausse couche. Oui, voilà. On part un petit peu dans le temps. Donc, Oui. je pense que ce vide, quand il vient de cette sensation d'avoir perdu une partie de nous, eh ben, il peut y avoir un travail intéressant à faire, à réfléchir, ou une autre vision à mettre pour pouvoir se libérer de cette sensation-là. Peut-être simplement Ouais. remplir de l'amour de notre bébé. Oui, l'amour pour notre bébé et puis pour notre enfant. Enfin voilà, et ça me permet de rebondir sur une question de Lilou qui parle de qu'elle est maman. Donc elle dit qu'elle est maman de 2 bébés, Maëlia en janvier 2017 et Robin en novembre 2018. J'ai suivi aussi 2 fausses couches. Robin est décédé le 5 novembre 2018. Vous m'entendez toujours, c'est bon? Parce que parfois je vois ma vidéo qui bouge, j'ai un peu peur. Robin est décédé donc le 5 novembre 2018 et le 5 novembre 2019, la naissance de notre bébé arc-en-ciel, 1 an jour pour jour. Comment vivre cette joie de donner la vie et de souffrir du manque de mon fils avec les mêmes dates? C'est une question hyper intéressante. Ouais. Parce hyper que, et ça rejoint quelqu'un qui a dit aussi à Elodie, je crois qu'il redit, et derrière, elle dit parfois aussi la souffrance, on la chérit un petit peu, on veut la garder quelque part auprès de soi. Et je pense qu'en effet, il y a beaucoup de choses qui se mélangent. On est à la fois, c'est un peu le chemin du deuil, je pense aussi, c'est dans toutes ces étapes qu'on traverse, à un moment, il y a une espèce de forme d'acceptation qui évolue, j'ai l'impression, au fil du temps. Donc, tu passes plusieurs niveaux d'acceptation à certains moments. Et je crois qu'à un moment donné, justement, il y a comme il y a ces parts d'acceptation qui se font au fur et à mesure, et qui se mélangent avec les émotions désagréables, de tristesse, de manque, de colère. Il y a tout qui se mélange un petit peu au final, et on peut être plein de gratitude pour ce qu'on a pu vivre, et en même temps être en colère pour ce qu'on a pu vivre. On peut aimer notre bébé qui est parti et être en colère parce qu'il est parti, ou être triste. Tu vois ce que je veux dire? Oui. En fait, c'est toute la difficulté d'un deuil. Il me semble, c'est que en fait les émotions se mélangent, et puis en général entre notre conscient, enfin ce qu'on conscientise et ce qu'on ressent, ça crée aussi d'autres sensations, et il y a souvent une espèce de sensation d'être un peu en lutte, quoi. Je comprends que c'est comme ça, etc. Je comprends, je mets de l'amour, mais ça m'empêche pas d'être triste. À un moment, ça arrivait à lâcher là-dessus et dire c'est ok, en fait. Je peux comprendre que, je sais pas, ce bébé a permis. J'essaie de trouver un exemple. Tiens, j'ai une connaissance, une amie qui avait fait une fausse couche assez précoce, mais c'était pas un enfant ni désiré ni rien. Enfin, c'était un bébé surprise, et puis les gens ils l'ont su, et quelques jours, semaines après, ils l'ont perdu. Alors, elle n'a pas eu trop de difficultés à passer parce qu'elle ne s'était pas vraiment investie de la grossesse ni rien, mais ça a permis au couple de parler, de dire, mais en fait, peut-être qu'on en veut un bébé, et de lancer un bébé 1 mois après, elle était enceinte de son enfant qu'elle a aujourd'hui. Et voilà, on peut être dans la joie de se dire, voilà, ça a permis de discuter avec mon conjoint de ce qu'on voulait dans la vie, et puis de se projeter, d'avancer, ou de me dire que je suis capable d'avoir un enfant. Enfin voilà, ça peut m'amener plein de choses, mais ça m'empêche pas d'être triste pour autant. Et en fait, c'est ok, ça, c'est ok. C'est plus je vais commencer à me dire, oh là là, mais pourquoi je suis triste, je devrais être heureuse. Non, on peut avoir plein d'émotions à la fois, et il n'y a pas de problème là-dessus. Même si il faut des fois à traverser, c'est pas toujours évident. Le deuil, en fait, on entend souvent des conférences ou autres qui parlent des étapes du deuil, des 5 étapes, donc la colère, le déni. Alors, il y en a qui rajoutent le choc, pas tous, mais on trouve souvent les 5 étapes, donc de colère, de déni, d'acceptation, de retour à la vie, etc. Dans le deuil périnatal, il me semble qu'il y a quand même des émotions qui sont présentes, qui existent pas toujours dans les autres deuils, ou pas en tout cas moins fort. Et souvent, on retrouve le choc dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, on retrouve aussi la culpabilité très, très présente. Enfin, dans tous les témoignages. Moi, j'ai pas vu de témoignage qui parlait pas de culpabilité, en fait, au jour d'aujourd'hui. C'est vrai.
Et pourtant, Ouais. dans un autre deuil, donc un deuil d'un amoureux, d'un membre de notre famille aussi proche, une maman, un papa, enfin voilà, on peut avoir des regrets ou autres, mais pas forcément de culpabilité. Dans le deuil périnatal, c'est vraiment très Mmh. présent. Alors, j'ai essayé de me demander, enfin, je me suis posé la question. Alors, j'ai des pistes de réflexion parce que je suis pas, voilà, j'invente pas des choses. Mais je me suis dit qu'il y avait tout un cas où il y avait une recherche de contrôle. Pour en fait, de culpabiliser, c'est comme si ça nous permettait de répondre au mais pourquoi moi, mais pourquoi ça s'est passé comme ça, mais pourquoi, comme si d'un coup on reprenait le contrôle de ah bah tiens, j'ai porté un carton trop lourd, ça doit être de ma faute. C'est plus facile d'être en colère contre quelque chose de précis que Ouais. contre la vie, parce que c'est impalpable ça. Ouais, c'est ça. Les, Et ouais. les personnes qui sont croyantes, j'ai remarqué, sont souvent moins dans la culpabilité, un petit peu, mais beaucoup moins. Parce que c'est Dieu qui a décidé, enfin Dieu, peu importe leur Dieu ou leur croyance, mais en tout cas, il y a une raison à ça et elles arrivent plus Ouais. facilement. Alors, je dis pas qu'il faut être à tout prix croyant, mais je dis la foi en quelque chose va aider. Alors, pas forcément une Oui. religion, mais la foi en quelque chose. Et souvent, voilà, il y a ça. Il y a comme si d'un coup, on voulait reprendre le contrôle de ce qui s'est passé parce que c'est rassurant. Quand il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de limite, c'est très insécurisant. Et dans un deuil, il y a déjà tellement d'émotions, donc l'insécurité, c'est très difficile à vivre. Donc, c'est une des raisons, enfin, une des analyses que j'ai pu avoir. Et les cas plus précis où il y a une IMG décidée, par exemple les cas de trisomie, etc., simplement parce que c'est un moment, un faux choix aussi, il me semble. C'est-à-dire, on choisit de garder ou pas parce que, mais c'est pas ça. Quand on veut un bébé, on décide pas de faire ce genre de choix à un moment ou à un autre. Donc, c'est un faux choix auquel on est confronté. Et ce faux choix, à un moment, il y a de la culpabilité parce que, on a un pouvoir de vie et de mort qui est pas juste, en fait, qui a pas sa place et qui est difficile à digérer. Cette culpabilité, je pense qu'elle fait partie de toute façon de ce deuil, comme les autres émotions, qu'il faut l'accepter. Mais si vous arrivez, si vous vous sentez coupable, si vous arrivez à savoir si c'est parce que vous avez besoin de mettre du contrôle, de la sécurité, ou si c'est parce que vous êtes trouvé face à un faux choix et que c'est comme ça, et ça va être plus simple. Si vous arrivez à savoir le pourquoi, ça va être plus facile de passer au-delà de cette culpabilité, de vous dire mais ok, comment on fait maintenant? Comment on avance avec ça? Moi, je trouve que c'est pour ça que je trouve que dans les étapes du deuil, enfin, dans le cheminement qu'on a derrière, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'aime bien essayer de guider les femmes pour trouver du sens, en fait, à ce qui leur est arrivé. Alors, soit un sens, comme tu disais, par exemple, ça m'a permis de passer de me rendre compte que j'étais prête à devenir maman, mais ça peut être vraiment aussi souvent, enfin, c'est les mamans qui ont déjà un bébé arc-en-ciel, elles ont cette espèce de conviction qu'en fait, c'était cet enfant-là qui devait venir et pas un autre. Donc ça, c'est un autre sens que ça peut prendre. Mais il peut y avoir vraiment une multitude de pistes autant que nous sommes, quoi, je pense. Donc, et venir mettre du sens. J'ai trouvé de la force en moi. J'ai finalement, j'ai sombré, mais je me suis pris en main. J'ai pris soin de moi. J'ai découvert que j'avais une certaine, enfin, je sais pas, une anomalie ou quelque chose, et donc il fallait que je sois suivie par un médecin. Voilà, c'est mettre du sens à un moment donné, en effet, parce que tu as moins cette perte tu retrouves du contrôle, quoi. Tu resécurises les choses. C'est pas que de ta faute. Il y avait une explication à ça. Et c'est vrai que autant un enfant qui tombe malade, j'ai envie de dire, une fois qu'il est né, je dis pas que c'est mieux, hein, il n'y a pas de comparaison à faire, mais je pense qu'en tant que parent, on essaye de faire des choses, comme on est dans l'action, on peut faire quelque chose à côté, même si à un moment donné, bien sûr, il y a cette notion de je ne peux pas contrôler et de toute façon, je ne pourrais rien y faire si le cours des choses, c'est le décès. Mais dans la grossesse, tu peux rien faire. Et vraiment, c'est le moment où tu n'as quasiment, pour ainsi dire, tu n'as aucune prise sur ça. Donc, c'est peut-être ça que ça te remet encore plus en exergue, cette espèce d'impossibilité d'agir sur la situation. Mais peut-être que je me gourre, mais je crois que c'est un des premiers enseignements en tant que maman,
c'est qu'on n'a aucun pouvoir de vie ou de mort sur notre enfant. Et ça, c'est terrible, c'est terriblement angoissant. Et ça, du moment où vous tombez enceinte jusqu'à, je vous le souhaite le plus longtemps possible dans votre vie, vous n'avez aucun pouvoir de vie ou de mort sur votre enfant. Vous pouvez en prendre soin de ce que vous voulez. Si, je vais dire le mot destin, mais si c'est le moment, c'est son destin de partir à tel âge, il partira. Et c'est comme ça. C'est très difficile, hein, ce que je dis là, mais ça donne une petite piste. Je ne sais plus, c'est Véronique Ebrard, je crois, qui avait laissé un petit question qui ne pouvait pas être là, mais qui avait laissé une question sur ta page et qui demandait comment on fait pour ne pas être angoissé sur une grossesse arc-en-ciel, donc une grossesse qui suit une perte, une fausse couche ou une IMG ou autre. Comment on peut gérer tous ces moments, toutes ces angoisses, tout ce stress et tout ça. Alors déjà, les accepter, je pense que le terme, on l'a assez répété pour savoir que c'est OK, c'est normal, qui ne le serait pas. Enfin, il y a une logique humaine à ça qui est OK. Mais pour apaiser, il y a plein de techniques de respiration, de choses qu'on peut mettre en place, mais c'est aussi accepter que, en fait, quoi qu'on fasse, on ne peut rien faire. Moi, je me rappelle, j'ai fait une fausse couche en 2016 et après, j'étais enceinte de ma fille, qui a 3 ans maintenant. Et quand je suis tombée enceinte de ma fille, j'étais paniquée. Le jour où j'ai su que j'étais enceinte, en fait, j'ai pleuré, mais de peur, en me disant, oh là là, mais je ne peux pas revivre ça. Et j'ai une amie qui m'avait dit, en fait, aujourd'hui, tu as le choix. Soit tu commences à stresser tout le temps, mais ça va être toute ta vie. Et tu vas être tellement angoissée que tu vas lui transmettre ses angoisses. Enfin, voilà, c'est pas. Soit à un moment, tu acceptes que de toute façon, si elle doit partir, elle partira. Aussi dur ce sera, mais tu feras ce qu'il faut et tu avanceras. Mais ça te permettra toute la vie. Parce que si on réfléchit bien, il y a les risques des fausses couches qui est très présent les 3 premiers mois, mais qui est toujours présent jusqu'à la fin de la grossesse. C'est juste le pourcentage qui diminue, hein, c'est toujours très présent. Il y a la mort subite du nourrisson après, il y a les risques des maladies infantiles. Enfin, bon, je ne vais pas vous angoisser, mais en fait, si on fait la liste... Oui, voilà. Mais en fait, à un moment, je pense que sans vouloir angoisser, c'est important aussi de remettre les choses que, en fait, bien sûr, c'est comme ça. Donc, il y a un moment, il y a une notion un peu de choix. Alors, les émotions, c'est pas que conscient, donc il n'y a pas que ça. Mais déjà, si consciemment, on se pose, on se met face à ces deux choix, ok, qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je veux? Consciemment, moi, quand je parle conscience, c'est pas juste réfléchir, en pleine conscience de qui je suis dans ma vie, dans mon chemin, mais qu'est-ce que je choisis là maintenant? Est-ce que, oui, je vais être une maman poule hyper inquiète pour tout, et je choisis ça, et c'est ok. Il n'y a pas de mal ou de pas bien, c'est ok. Comme tout choix, il y a du bon et du moins bon. Soit je me dis, je vais faire en mieux, je vais vivre le truc, et puis peut-être des fois je serai angoissée parce que je suis une maman, et une maman, c'est ce que j'appelle le pack maternité, l'angoisse est un peu libre avec. Soit, et des moments où je serai hyper bien parce que c'est ok, parce que ça fait partie de la vie. Donc, déjà d'être dans l'acceptation on en avait parlé une fois toutes les deux, de la vie et de la mort c'est juste un voile, hein, c'est très lié. Ça peut peut-être aider à baisser cette angoisse et lâcher prise là-dessus. Et après, la personne qui avait posé la question est déjà enceinte, je crois, elle était enceinte de 6 mois, quelque chose comme ça. Donc, quand on en arrive là, peut-être faire des exercices de sophro, de respiration, des choses au quotidien pour essayer d'apaiser le truc et aller à la fin de la grossesse tranquillement, quoi. Ça serait bien. Ouais, alors il y a voilà, c'est Elodie sur Instagram qui nous disait que faire si on a l'impression que notre corps ne nous appartient plus après ce choc. Et je pense que ça rejoignait ce que tu disais tout à l'heure sur les thérapies qui vont dans le physique, comme le shiatsu, la réflexologie, c'est ça. Alors le soin Rebosso, sauf si tu es enceinte, mais le soin Rebosso peut être intéressant. Bon, peu importe, hein, du moment qu'après ça te parle, ou simplement si tu un bon n'as pas massage. vu. Et un bon massage, ouais. Je pensais aussi l'ostéopathie des fois. Mais il y a des thérapeutes ostéopathes, voilà. Ouais, c'est simplement un bon massage pour se remettre dans la boîte quand le corps appartient plus. C'est ce que j'ai mis le mot dissocié tout à l'heure. Il y a notre corps, puis c'est comme si notre esprit, souvent on entend être à côté de ses pompes.
C'est un petit peu cette expression-là, je suis à côté. Et tout ce qui est massage va réancrer, on appelle ça, va remettre dans la boîte, dans le corps, et va aider. Donc, un massage, alors pas le massage d'une demi-heure tout léger, un massage assez profond qui va durer une bonne heure, et peut-être d'une manière un peu régulière, peut aider, mais ça peut être aussi se masser soi-même. Je sais pas si ça parlera, mais moi, j'ai remarqué les premiers temps, on a du mal à se toucher le ventre. Je sais pas si toutes les femmes vivent la même chose. En tout cas, moi, je l'ai vécu. Donc là, j'ai vécu l'IMG au mois de mai. Et juste après, je me touchais tous les jours le ventre. J'étais très, très connectée à ce bébé. Et du jour où on m'a annoncé qu'il y avait une malformation et qu'il fallait tout arrêter, j'ai arrêté de me toucher le ventre, mais sans m'en rendre compte, en fait. Parce que je pense qu'on me protégeait émotionnellement aussi entre l'annonce et l'IMG. Et en fait, c'est une manière de se déconnecter, perdre son corps, perdre cette connexion à son corps. Donc, se masser soi, ça peut aussi beaucoup aider. Et j'ai envie de dire le ventre, parce que c'est se reconnecter aussi à cette partie en énergétique. C'est le premier chakra, c'est l'ancrage. Donc, c'est ce qui va vous mettre dans votre corps, dans votre présent. Donc, masser le ventre avec douceur, avec amour, ça peut beaucoup aider. On est en train de te perdre. Non, ça va. Bah oui, je sais, j'ai voulu déplier mes jambes parce que je suis un peu contentionnée. Voilà, désolée. Et du coup, Elodie te dit qu'en effet, elle n'arrive pas à se toucher le ventre en ce moment. Ouais. Et je rebondis sur Diary of Mamange qui me dit qu'elle n'a pas compris la raison exacte de sa fausse couche. Alors, sachant qu'une fausse couche, hein, la raison qu'on adore, qui n'en est pas une, c'est accident chromosomique. Donc, en effet, là, à part te dire la vie, cocotte, tu vas pas en tirer grand-chose. Et parfois, il faut, en effet, chercher un sens de compréhension, j'ai envie de dire, plus soit en rapport avec ton chemin de vie à toi, ou le chemin de vie de cette âme-là, ou ton chemin de vie en tant qu'âme. Enfin, peut-être énergétiquement aussi, plus spirituel. Ça dépend de là où ça te parle. Suis ton instinct, suis tes intuitions, et des fois, ça t'ouvre une piste. Et si ça te parle et si tu as l'impression qu'il y a quelque chose à aller chercher de ce côté-là, n'hésite pas à le faire. Du coup, je suis pas. On parlait du ventre, mais voilà. Ouais. Je voulais pas rater cette question-là. Mais non, moi, ma fausse couche de 2016, je l'ai compris là après l'IMG. Donc depuis 2016, j'avais jamais compris. Hein. Alors je dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, et puis peut-être que je l'aurais jamais compris non plus. Donc des fois, on m'a dit 1 million de fois de lâcher prise sur le sens, c'est compliqué aussi. Hein. Mais des fois, il faut voir à plus long terme notre vision. Enfin, là, je fais une fausse couche là. Pourquoi? Peut-être des fois, j'ai pas la réponse tout de suite parce que elle m'apportera rien là tout de suite. C'est quelque chose à plus long terme. Des fois, c'est pas simple. Et pour revenir sur le ventre, c'est Elodie, je crois, tu m'as dit, qui disait qu'elle n'avait pas à se toucher le ventre. Alors, petit truc tout simple, ce que je vous propose, on va dire, s'il y a d'autres personnes concernées, c'est de simplement faire par étapes, tranquille. Hein, je ne vous dis pas de vous masser une demi-heure le ventre tous les jours si c'est trop compliqué, si ça vous met en souffrance. Vous le ferez pas après, puis ça sert à rien. Mais peut-être que tout doucement, peut-être poser une main sous la douche 2 secondes, mais par contre pas poser la main puis tourner la tête, le faire en conscient, genre voilà, ok, mon ventre il est là et c'est tout. Et déjà faire ça pendant 1 semaine, 2 semaines, le temps que, de toute façon vous le sentirez, le temps qu'il y a un truc qui fait oui, bon je me touche le ventre, c'est bon, j'ai compris. Ah, ça veut dire que vous pouvez aller à l'étape suivante. Peut-être de toucher avec les 2 mains, de toucher peut-être un peu plus bas au niveau du pubis, enfin, pour connecter plus vers le vagin, l'utérus et tout ça. Enfin, d'aller en douceur et d'aller à votre rythme et de vous écouter. Et si c'est pas tous les jours parce que c'est trop difficile, c'est pas grave. 1 fois par semaine. Mais peut-être de vous le planifier, on va dire, pour pas que cette déconnexion dure trop longtemps, parce que vous l'avez peut-être compris tout à l'heure, plus vous attendez, plus ça risque d'être compliqué après de vous reconnecter, ou en tout cas plus douloureux, parce que la séparation sera plus importante. Donc, prendre le temps de prendre soin de vous, je pense que c'est ce qu'il faut. Il y a un truc, on en avait parlé avec Aurélie, c'est un moment où vous demandez, mais là, tout de suite, de quoi moi j'ai besoin.
Souvent, dans ces Mmh. moments-là, on a envie que ce soit les autres qui nous l'amènent parce qu'on est fatigué, parce que c'est éprouvant, parce que plein de choses. Mais pas tout le monde peut nous amener. Puis, c'est toujours le même principe, on nous amènera jamais pile de la manière dont on a envie. Tout bête, j'ai envie de réconfort, je veux que mon chéri me fasse un câlin, mais il mettra peut-être pas la main comme j'aurais envie qu'il mette pour me serrer. Enfin, c'est comme ça, parce que je commence à dire non, mais prends-moi comme ça, comme ça, comme ça, il va dire oh, c'est bon, c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas sincère. Donc à un moment, c'est se dire, Mmh. mais moi là tout de suite, j'ai envie de quoi? J'ai envie de calme. Bah, comment je vais créer du calme dans ma vie? J'ai envie de douceur. Comment je peux m'amener de la douceur? Peu importe la réponse, sachez aussi qu'il y a, le besoin que vous avez, il n'y a pas une réponse possible, il y en a plein. Je veux m'amener de la douceur, qu'est-ce que je pourrais avoir? Un câlin? Ouais, mais personne ne veut m'en faire un. Bon, bah ok, comment? Il n'y a pas que les câlins qui amènent de la douceur, hein. Il y a manger du chocolat, faire un massage, un bain, enfin. Et si la première réponse qui vous vient n'est pas possible, allez en chercher une autre. Mais commencez à vous demander de quoi j'ai besoin moi. Ce sera peut-être aussi ce qui va vous permettre de vous connecter à vos émotions, à vous connecter à ce qui se passe à l'intérieur. Et ça vous aidera beaucoup justement à passer ces passages-là, ces épreuves. Et tout à l'heure, on est passé à côté, mais on a parlé des émotions qui revenaient. Je ne sais plus le terme qui a été employé dans les commentaires. Mais L'ascenseur émotionnel qui voilà, revient sans arrêt. Les montagnes russes, quoi. alors, Ouais. je vais être simple, c'est ok, c'est normal. On peut pas, c'est comme ça. Je sais que c'est pas une réponse idéale. Hein, vous auriez peut-être aimé que je vous donne quelque chose de plus genre faut travailler ça, 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 mais non, c'est comme ça. Plus vous allez avancer dans votre deuil, dans ces étapes, moins les émotions seront fortes et plus les phases de bien-être seront longues. Puis des fois, il y aura une petite phase un peu triste ou une autre, puis les phases de bien-être longues. Et en fait, plus elles vont se rallonger et plus la tristesse sera légère, en fait. Mmh. Un deuil, on ne l'a pas dit, mais un deuil, qu'on soit OK, ce n'est pas oublier la personne ou les personnes perdues. Hein. Déjà, ça, c'est non. On se lobotomise pas le cerveau quand on fait un deuil. On a une mémoire, elle restera là. Ce n'est pas le plus l'aimer, bien au contraire, quand le deuil est acté et pas acté, qu'on passe à autre chose, en général, il reste justement beaucoup plus d'amour que d'émotions pas cool. Un deuil, c'est des phases émotionnelles. C'est comme des tunnels qui se suivent et qu'on va traverser. Et il y aura le tunnel tristesse, colère. Par rapport à notre vécu, vous l'avez compris, ces tunnels sont chacun différents, chacun plus ou moins longs. Et puis avec le temps, bah, en fait, ces tunnels, il y en aura de moins en moins, ils seront de moins en moins intenses. Et entre les tunnels, bah, vous serez dans votre petite prairie tranquillement avant peut-être de retraverser un petit tunnel parce que c'est la date anniversaire, parce que X chose, mais ça durera de moins en moins longtemps et ça passera. Mais comme un deuil classique, j'ai envie de dire, quelqu'un qui perd je sais pas, son papa et qui a fait le deuil, et ben le jour où cette personne aura son premier enfant, elle pensera à son papa, elle sera triste parce qu'elle aurait aimé présenter son enfant à son papa. Le jour où elle se mariera, idem. Enfin, il y aura des événements de vie où ça va ressortir, les jours anniversaires, etc. Mais c'est pas pour autant où ça va la faire tomber dans un précipice. C'est juste, ok, il me manque, quoi. C'est le manque. Et c'est ça, faire un deuil. C'est arriver à penser à la personne avec amour, peut-être un peu de manque, mais avec amour et pas avec une énorme tristesse. C'est un deuil qui est, pour moi, acté, c'est ça, c'est que la tristesse, l'amour a pris la place de la tristesse. Mais ça peut prendre du temps. Et ça, c'est hyper important aussi, c'est qu'il n'y a pas de règles. Chacun vit à son rythme, comme il le peut. On fait comme on peut, pas comme on veut. Ça, c'est pour toutes vos familles et vos amis. On fait comme on peut et pas comme on veut. Et puis, vraiment à son rythme, parce que selon la violence de l'annonce, selon le travail qu'on a à faire, selon comment on est entouré aussi, selon plein de choses, on n'avancera pas du tout de la même manière. Donc, tranquille. Si vous écoutez et que vous vous autorisez à vivre tout ça, il y a un bout de tunnel, je peux vous le promettre. Mais faut vous autoriser. Et du coup, moi, j'en profite pour dire que voilà, si vraiment chaque montagne russe, tu as l'impression que c'est la même chose tout le temps, que c'est toujours la même horreur,
là, par contre, va voir un thérapeute. Ouais. Là, c'est vraiment le signal. S'il n'y a pas une forme d'apaisement ou quelque chose de l'ordre, c'est moins. Après, que de temps en temps, ce soit un peu plus violent, comme tu dis, par exemple, la date anniversaire. Et alors, moi, un exercice, alors, c'est pas vraiment un exercice, mais à force d'apprendre à accepter donc mes émotions, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imaginé, en fait, que j'étais une sorte de plongeur, on va dire ça, et que j'allais de plus en plus bas, en fait, de plus en plus loin dans une certaine forme d'obscurité, parce que c'est désagréable pour nous à ce moment-là. Mais en fait, c'est un endroit où j'ai compris énormément de choses sur moi-même. C'est un endroit où j'ai pu vraiment explorer de belles facettes de ma personnalité. Et du coup, j'en suis reconnaissante de ces moments-là. Donc, des fois, s'autoriser à aller vraiment mal, c'est aller au fond de la piscine pour taper du pied pour mieux remonter. Donc ça, j'avais envie de le dire. Et je voulais te dire que du coup, tu as répondu à pas mal de questions parce que j'ai pas lu toutes les questions, mais il y avait la problématique du conjoint et de la famille, le soutien qu'ils apportent pas. Quand ils n'apportent pas ce soutien-là, parce qu'on parlait des groupes de soutien en début de live, et il y a plusieurs personnes qui nous ont dit le chéri ne soutient pas, ou alors moi j'aimerais bien que ce soit ma famille et mes amis, mon mari qui me soutiennent. Donc là, ça rejoignait l'idée que, comme tu disais, que d'écouter ses besoins et que ces besoins-là, en effet, de ne pas forcément compter sur les autres pour le dire, pour les entendre, parce que bon, déjà, il faut qu'on arrive à les formuler. Ça, c'est déjà pas facile. Donc, eux ne les devinent pas. Ça, déjà, c'est pareil. Ça, vous oubliez que notre entourage devine nos émotions ou nos besoins. C'est pas, il faut les formuler. C'est ça. Et si vraiment, donc après, quand les personnes ne sont pas du tout aptes à écouter, essayer de trouver par d'autres biais, c'est là que les groupes sont intéressants. Mais souvent, en fait, dans le quotidien, par exemple, quand on vous dit, non, c'est bon, là, t'en fais pas un petit peu trop, simplement dire, moi, j'ai besoin de calme, moi, j'ai besoin de venir à une. Si je viens à une soirée et qu'il y a une autre personne, par exemple, qui est enceinte, ça aussi, ça a été posé comme question. C'est quand il y a une autre personne qui est enceinte, se réfléchir à est-ce que c'est OK pour moi ou pas de venir alors qu'il y a une femme enceinte et que moi, ça me fait. Qu'est-ce que ça me fait déjà? Voilà. Est-ce que c'est OK? Est-ce que, au contraire, ça réactive ma souffrance? C'est des questions à se poser et s'autoriser, en effet, écouter ses besoins, comme tu disais. Non, ce jour-là, j'ai très envie d'aller à cette soirée-là, mais là, ça va pas être possible pour moi. Ou je fais un petit coucou comme tu dis, voilà. Je fais un petit coucou, je rentre. Ouais. Et puis autorisez-vous à leur dire tout simplement des fois. Il y a Hélène Gérin qui fait un travail formidable sur justement tout l'environnement, l'entourage. Elle fait un travail général, de manière générale sur le deuil périnatal, vraiment admirable. Mais sur le côté justement entourage, elle propose beaucoup de pistes, de phrases un peu type, peut-être un peu bizarres à dire comme ça, de manière un peu automatique, on va dire. Mais appropriez-les-vous, parce que vraiment, il y a de belles choses qui peuvent en sortir. Souvent, les gens, ils voient pas, en fait, à quel point vous êtes mal et à quel point c'est difficile pour vous. Donc, des fois, juste de leur dire, moi, pour l'instant, je ne me sens pas capable de venir te voir, par exemple, à la maternité, parce que ça, c'est un sujet qui revient souvent. Je me sens pas capable de venir te voir à la maternité, mais sache à quel point j'aimerais être avec toi, sache à quel point je vous souhaite le meilleur bonheur du monde, mais c'est moi avec moi-même pour l'instant qui me sens pas bien. Voilà, remettez les choses à leur place pour que les autres ne se sentent pas non plus coupables. Et alors, attends, parce que je sais que Instagram, oui, Instagram, on arrive vers les 1h, donc je commence à flipper. Et juste Fanny sur Facebook qui nous dit que ça revient à la culpabilité. Je ne voulais pas être optimiste sur cette grossesse et à l'écho de datation. Le cœur de notre bébé ne battait plus. Aujourd'hui, je ne battais pas. Aujourd'hui, je suis persuadée d'avoir moi-même provoqué tout ça. Instagram, rejoignez-nous sur Facebook parce que ça va s'arrêter dans 2 minutes. Dis-nous ce que tu veux. Ça rejoint ce qu'on parlait de la culpabilité tout à l'heure, une notion de mettre un sens, une sorte de contrôle. Il y a ça, j'entends ça derrière, de se charger de cette culpabilité.
ça va être peut-être un peu raide de ce que je vais te dire, Fanny, mais non, tu n'as pas le pouvoir de vie ou de mort sur ton bébé. C'est pas toi qui décides. Si tu m'avais dit, je me suis donné des coups de poing dans le ventre pendant 1 heure tous les jours, je te dirais pas la même chose. On est ok. Mais là, et encore. Non. Mais là, non, et encore. Non. Ouais, et encore. Moi, ce que j'aime bien dire aux femmes par rapport à la culpabilité, il y a des femmes qui vont faire un déni de grossesse et qui vont s'être droguées, alcoolisées pendant toute la grossesse, qui vont avoir des graves accidents de voiture et leur bébé va vivre. Et qu'est-ce qui fait que, pour moins que ça, même des femmes qui prennent super soin de leur corps, de leur hygiène alimentaire, de leur hygiène de vie, perdent leur bébé. Mais voilà, moi, ça me permet de reposer les choses à leur place. En disant, mais voilà, en fait, en effet, on ne contrôle pas ça. Du coup, Instagram, est-ce qu'on vous dit au revoir, en fait? Il reste 35 secondes. En plus, j'avais un super truc. Alors, si vous avez à nous rejoindre sur Facebook, ça serait top parce que j'avais gardé un super truc pour la fin, mais là, ça passera pas. Tu m'as dit, il reste combien? Alors, il reste 24, 23. Non, j'aurais pas le temps de le faire. Alors, et par contre, rejoignez-nous sur Facebook. Instagram, rejoignez-nous sur Facebook. La petite graine qui n'avait pas poussé, le live, la petite graine qui n'avait pas poussé, Machita. Et donc, ceux qui peuvent nous rejoindre, nous rejoignent. Instagram va couper. Je vous fais un gros bisou. Merci d'être Pour ceux qui ne nous revoient pas. C'est fini. Ah, c'est vache. Instagram. C'est moche. Ça fait très. Alors, vas-y. Ça me fait penser à Fort Boyard, là, quand il faut sortir vite avec la clé, là. La clé! Et bon, on a raté. J'adore ta comparaison. Mais du coup, est-ce que tu voulais peut-être qu'on puisse clore aussi cette séance, parce qu'on va pas rester 3 plombes non plus de plus, mais non, en plus on s'était donné une demi-heure, on a un petit peu dépassé le truc. Je suis en train de regarder un petit peu ce que j'avais pu noter. Il y a un truc que j'ai pas dit en petit outil qui peut être utile parce qu'on a beaucoup dit de vivre ses émotions, donc qu'on soit ok, vivre ses émotions, enfin traverser, accueillir ses émotions, c'est les vivre. C'est-à-dire, je suis triste, je pleure, je suis en colère, je crie. C'est pas juste dire je suis triste. Ça, c'est pas accueillir une émotion. Hein. Donc ça, c'est important à préciser quand même. Donc traverser les émotions, c'est les traverser physiquement, quoi, les ressentir. Et un petit truc qui peut vous aider beaucoup, c'est de mettre des mots. Alors des mots, des formes, des couleurs, des dessins, mais en tout cas, je vais prendre l'exemple des mots, mais de mettre des mots sur ce que vous ressentez. Alors, je dis des parce que des fois, on n'est pas juste triste, on est triste et mélancolique et je sais pas quoi. Enfin, voilà. Donc, de mettre des mots va vous aider aussi à la traverser, cette émotion. Si mettre des mots est trop difficile, ça peut être chanter, dessiner, enfin tout ce qui est artistique peut vraiment aider. Ou chanter ou écouter une musique dans laquelle on sent que ça fait passer notre émotion, un film. Danser aussi. En fait, c'est vraiment vous autoriser à l'exprimer. Et en hypnose, il y a un exercice qu'on fait souvent qui sert à ça, à justement prendre l'émotion puis à la regarder, on appelle en métamodèle, c'est-à-dire la regarder d'un peu plus loin pour la vivre, mais d'une manière plus douce. Parce que si on a la tête sous l'eau, c'est plus compliqué que si on la regarde, on fait « Ok, je mets le mot, je me sens triste ». On va pleurer, on va être triste, mais on la vivra beaucoup mieux que quand on est submergé. Donc, mettre des mots, des couleurs, des formes, des dessins, des ressentis, des choses, mais lui donner un contour, quelque chose de palpable à l'émotion va beaucoup vous aider. Donc ça, c'est un outil vraiment que je vous invite. L'outil que Aurélie a cité aussi, je voulais en parler, mais très bien, de la visualisation. Si vous ne peignez pas ou vous ne dessinez pas, vous pouvez l'imaginer dans votre tête, ça fera le même effet, la visualisation marchera très bien. Mais en tout cas, voilà, c'est ça, c'est lui donner vie à cette émotion et pas la rejeter, mais donc, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, l'accueillir. Ouais. Donc voilà, j'avais une petite métaphore parce que c'est là-dessus que moi je voulais finir. Alors, je ne sais pas si Aurélie, ça te va. Écoute, il n'y a pas de problème, vas-y, on t'écoute comme ça, ça pourra clôturer le live. En fait, j'ai cette idée de la mettre pour la fin, parce que comme ça, on va arrêter là-dessus et on va laisser réfléchir. On va laisser le chemin se faire. Je vous explique quand même cette métaphore. Pourquoi ? Parce que souvent,
quand on va dire aux gens, mais il faut t'écouter, puis si tu n'as pas envie d'aller à la soirée, vas-y pas. Si ta copine a un bébé, puis que tu veux pas aller à la maternité, bah, vas-y pas. Que tu lui dises ou pas, parce qu'on fait quand on n'a pas tout le temps envie ou la force de justifier, donc, mais vas-y pas. Souvent, la réaction des gens, c'est « Ah ouais, mais c'est égoïste quand même. » Alors, petite métaphore. Est-ce que je vais te le faire à toi, Aurélie, puis chacun peut le faire dans sa tête, mais est-ce que tu sais comment fonctionne le soleil? Comment il fait pour rayonner autant, quoi? Comment il fonctionne en lui-même? Il brûle, non? C'est ça? Ouais, mais est-ce que tu sais comment? Il y a des explosions, tout ça. Bah, enfin, je sais pas, du coup. Je sais pas où tu veux aller, donc. Ouais, mais de toute façon, ça m'arrange que tu saches pas. Je sais pas. Alors, en fait, alors j'aurais pas le chiffre exact parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de virgules, mais le Soleil utilise à peu près 95% de son énergie à s'auto-alimenter. Ok? C'est-à-dire qu'il utilise 95% de son énergie pour brûler, en fait, pour s'auto-brûler, pour diffuser ce qu'il fait, quoi, la chaleur, le soleil, la lumière, etc. Donc nous sommes vivants parce qu'on sait normalement que si il n'y a plus de soleil demain, on n'est plus là, hein, il n'y a plus d'oxygène, etc. Donc nous sommes vivants parce que le soleil nous donne 100 moins 95, 5% de son énergie. On est OK? Ouais. C'est que dalle, hein, il est hyper égoïste le soleil. Donc si on le voit à l'envers, si on se disait, OK, aujourd'hui le soleil, on va décider qu'il utilise plus que 50% de son énergie pour lui, pour qu'il me donne 50% quand même, parce que ça serait moins égoïste. Il se passerait quoi? Le soleil, il serait moins flamboyant, il fonctionnerait moins bien, il rayonnerait moins. Or, il nous donnerait 50%, mais 50% de moins bonne qualité. Est-ce qu'on préfère avoir 5% de bonne qualité ou 50% de moins bonne? Alors, quand vous vous dites « je suis égoïste », demandez-vous toujours si vous préférez donner 5% de votre temps de bonne qualité ou 50% de votre temps en étant absent, triste ou je ne sais quoi. Voilà. Bien vu. Bien vu, bien vu. Non, mais je trouve que ta métaphore, elle est parfaite et moi, ça me parle beaucoup parce que j'aime bien travailler justement sur la symbolique des mots ou des images et j'adore tout ce qui est justement en rapport avec la nature parce que en général, c'est très parlant. C'est très parlant. Elle est bien équilibrée, la nature. Et alors, voilà, soyez des petits soleils. Pensez à vous pour rayonner au mieux, en fait. Et pour ça, il faut vous écouter et vous êtes votre priorité. Et pour celles qui ont déjà des enfants ou celles qui, je vous le souhaite, en auront très bientôt, même quand vous serez maman, pensez à vous. Moi, je dis toujours, je ne connais pas une femme qui pense trop à elle. Vraiment. Je vous jure que je n'en connais pas. En tout cas, pas dans l'univers dans lequel je suis. Et ça doit exister, hein, mais moi, je n'en connais pas. Allez, Paris Hilton, peut-être, tu vois. Mais et encore, on ne la connaît pas dans le privé. On ne sait pas ce qui se passe en privé. Et souvent, les femmes, elles ont tendance justement à penser au bien-être des autres avant de penser à leur bien-être à elles. Et demandez-vous si justement, quand vous êtes en train de dire ouais, mais je peux pas, qu'on a dit quoi, j'ai pas envie de craquer devant les autres. Oui, je ne peux pas les déranger. Je peux pas les déranger. Je peux pas leur demander, ça ils comprennent pas. Mais c'est ça, je peux pas. Oui, mais votre existence, elle est où en fait là? Je vais avoir l'air égoïste si je vais pas à la maternité voir ma copine qui vient d'accoucher. Mais demandez-vous à ce moment-là, est-ce que, en effet, est-ce que c'est une bonne chose pour vous-même? Est-ce que vous êtes en train de penser plus au bien-être de l'autre ou à votre bien-être à vous? Remettez les choses à plat. Vous vivez un deuil périnatal. Un deuil périnatal. Moi, je pense que c'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de prendre soin de vous à ce moment-là. On a peur de perdre des amis. Mais alors, moi, ce que j'aime bien dire, c'est parfois, c'est bien de mettre une pause et des fois, on fait aussi le tri. Et c'est la vie. La vie est un mouvement. Il y a des gens qu'on adorait quand on était enfant. Quand on grandit, c'est plus le cas. Malheureusement, des fois, c'est un peu ce qui se passe. Mais des fois, c'est peut-être juste une pause temporaire. On n'arrive pas à aller les voir. Je ne sais pas si tu es d'accord, Mélanie, du coup, sur cette histoire.
Oui, oui. C'est vache, hein, mais des fois, c'est les événements de vie qui font le tri hein, dans notre entourage. On dit souvent ça, c'est pas très joli, mais c'est un peu douloureux aussi, hein, certainement. Mais Bien sûr. ça arrive. Effectivement, parfois, ça peut être temporaire, parce qu'il y a besoin que les choses se recadrent quelque part. Ouais. Parfois, c'est pas du temporaire, mais dans ces cas-là, souvent, ça vient rééquilibrer quelque chose qui était déjà là avant. Hein, donc, moi, C'est moi, ça. je, dans ces moments-là, c'est Lilou qui a mis ça. Je t'invite vraiment à voir les choses à l'envers et à te dire, mais si demain une amie à toi vivait ça, sans que toi tu l'aies vécu, vivait ça, et puis qu'elle te disait je peux pas, est-ce que toi tu couperais les ponts? Si la réponse est oui, c'est que c'est ok. Si la réponse est non, bah dis-toi que ceux qui coupent les ponts avec toi, bah c'est pas très juste. Donc c'est que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et que ok. Ouais. Et ça, c'est un petit exercice que moi je fais faire aux personnes que j'accompagne, c'est parlez-vous comme si vous étiez votre meilleure amie, justement. Cette super amie bienveillante, cette copine. Alors, soit c'est pas votre meilleure amie du moment, mais imaginez la meilleure amie, en tout cas idéale. Qu'est-ce qu'elle vous dirait à ce moment-là et comment vous auriez envie qu'elle vous parle à vous? Et faites-vous cette petite voix dans votre tête ou écrivez-le si ça vous parle de le faire comme ça, mais essayez d'être votre propre meilleur ami parce que c'est vous qui avez besoin de prendre vraiment de vous. S'il y a bien quelqu'un qui doit prendre soin de vous, c'est bien vous, les femmes qui vivez un deuil périnatal. Je pense que c'est pas trop demandé, quoi. Non, pas du tout même. Vous êtes la personne la plus importante pour vous-même. Mais je vais quand même élargir, pas que dans un deuil périnatal. Hein. Toute Je votre suis vie, d'accord. vous êtes votre meilleur ami, prenez soin de vous. C'est pas les autres qui le feront pour vous, ou en tout cas pas aussi bien que vous le ferez pour vous-même. On a encore plein de témoignages, mais Ouais, je le vois, merci c'est beaucoup. Hein. merci, ouais. On ne C'est pensait pas avoir chouette. autant de monde et autant de questions, donc c'est génial. Ah ouais, Ça donne franchement, envie de continuer, mais après, je me dis, on va pas monopoliser. on va Mais peut-être pas rester aussi non. longtemps sur Facebook. Mais en tout cas, merci de votre présence, merci de votre attention parce que vous avez été super assidus et vous nous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup suivis. Et merci pour vos questions aussi parce que mine de rien, vous vous dévoilez un petit peu via les réseaux sociaux et je sais que pour certains, c'est pas facile. Donc, merci de votre confiance, Ouais. merci d'oser parce que du coup, quand vous osez en parler, vous permettez peut-être à d'autres de vous lire et ça petit à petit, c'est comme ça qu'on va déconstruire ensemble les tabous autour du deuil périnatal et faire en sorte que ce soit mieux accepté, mieux toléré, qu'on en parle plus et que ce soit mieux accompagné. Donc voilà, moi ça c'était ma petite phrase de fin et vas-y, je t'en prie si tu veux finir sur quelque chose, Mélanie, si tu veux donner un Alors, petit. non, puis je vois tous les merci qui apparaissent, donc c'est hyper touchant en fait. Donc à part merci, j'ai pas grand chose à dire parce que, enfin vraiment, on se demandait si l'horaire était bon, si on aurait du monde, et je suis hyper contente de voir que Ouais. vous réagissez, que vous êtes là, que vous posez des questions, et puis que le sujet vous intéresse et vous parle, donc c'est chouette. Ouais. Les émotions, c'est un vaste sujet, donc peut-être qu'on en fera un autre, hein, pourquoi pas, s'il y a des Ouais. choses qui ont besoin d'être dit et cadrées. Mais voilà, si on peut résumer, merci vous êtes connectés, et puis écoutez-vous. Je pense que c'est le mot de la fin pour moi, en tout cas, il va être là. Écoutez-vous, vraiment, et Ouais. respectez-vous vous-même. Et merci à toi, Mélanie. Vraiment, merci. Ouais, Merci, merci. J'ai adoré passer ce moment-là avec toi. Je trouve que c'était vraiment, on était en tant que femme qui a aussi vécu un deuil périnatal, j'ai trouvé que tu avais beaucoup de justesse et que tu amenais ça avec beaucoup d'amour. Et merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tes partages et voilà, d'être là avec moi. C'est génial. merci Du à toi coup, hein, de m'avoir invité à faire ce live. avec Et plaisir. Et puis, ce que je voulais te dire, tu n'as pas encore repris ton activité, c'est ça, non. mais Alors, tu as une page Facebook, ouais. oui. Alors, je reprends normalement fin août. J'attends un petit peu les plannings de mon propriétaire, donc c'est très technique. Hein. Mais voilà, suite à l'IMG, j'ai pris du temps, ce qui m'a permis aussi de faire ce live en étant sereine, donc c'est cool. Et puis, j'ai la volonté d'être peut-être plus présente sur les réseaux, sur Internet, proposer des MP3 d'hypnose,
des choses, mais toujours autour des émotions. Donc, si vraiment les émotions, c'est quelque chose de compliqué pour vous, je vous invite à me suivre si ça vous tente, parce que je vais essayer vraiment de déblayer, de donner des outils un petit peu dans cette grande thématique qui nous habite tous les jours. Pas que dans le deuil périnatal, moi, c'est les émotions d'une manière globale, mais il y aura toujours quelque chose à apprendre par rapport à votre situation actuelle de toute façon. D'accord. Non, mais c'est oui, et puis on l'a vu, hein, les émotions, on a parlé finalement de plein de choses différentes parce que les émotions sont la base un petit peu de tout, de la vie, je pense. Enfin, voilà. Je pense que même les animaux ont des émotions, donc pour dire, c'est vraiment, je pense, la base de la base. Et du coup, vous voyez, on a parlé de beaucoup de sujets différents, mais parce que ça rejoignait à chaque fois cette problématique des émotions. Donc vraiment, si vous avez envie, en effet, d'avoir de mieux vous comprendre, d'apprendre à mieux les gérer, de moins se laisser déborder, j'imagine que voilà, en tout cas, tu proposes un type d'accompagnement qui va en ce sens quand tu auras repris, en tout cas. Ouais. Et tu essaies d'être plus présente sur les réseaux, enfin, plus sur Internet, de plus accompagner via Internet. Ouais. D'accord. Ok. Donc, quant à moi, moi, je vous dis, comme d'habitude, hein, à tous les jours, parce qu'en ce moment, j'arrive à poster presque tous les jours, donc c'est cool. Et d'ailleurs, je fais mon petit teasing de fin là, mais je vais vous reparler bientôt aussi d'une formation que je vais lancer au mois de septembre, donc soyez très attentifs si vous avez envie d'en savoir plus. Et puis voilà, bien sûr, après, allez sur le site internet www.auréliebianchi.com si vous avez envie de connaître un petit peu tout ce que je fais. Et n'hésitez pas aussi à parler en MP, à témoigner. Et puis après, si vous avez envie de partager ce live pour aussi, encore une fois, parler du deuil périnatal, faire connaître le deuil périnatal, essayer de casser ce tabou là qui pèse sur ces parents qui vivent cette situation, sur ces familles. Voilà, vraiment, allez-y de bon cœur, faites-le. Et merci pour tout, parce que vraiment, je suis trop contente de ce live, moi. Vraiment, merci Mélanie. Merci à toutes. Merci Ciao. à tous. Passez une belle Bye. après-midi, un bon week-end. Ciao.